Dans cette vidéo, on va parler d'une bactérie qui peut entraîner des gastrites, donc des inflammations de l'estomac, plus précisément de sa muqueuse. Et cette bactérie, elle s'appelle Helicobacter pylori, puisqu'on la retrouve au niveau du pylore, qui est donc le sphincter qui termine l'estomac. Elle tire aussi son nom de la présence de flagelles qui forment comme une hélice, et c'est ce qui lui permet du coup de se déplacer, de nager un petit peu à l'intérieur de l'estomac, et d'aller se loger sous le mucus, un petit peu comme une torpille finalement. Donc en ce qui concerne cette bactérie, on va voir ses facteurs de virulence, donc en fait c'est ce qui la rend dangereuse. On verra du coup ses effets délétères donc sur l'estomac et sur le système immunitaire. On verra les enchaînements de complications qui peuvent en découler, avec par exemple les gastrites, les ulcères et les cancers. Et enfin, on présentera sa prise en charge, donc à la fois diagnostique et thérapeutique. Donc cette bactérie, elle se contracte dans l'enfance, et c'est une infection assez fréquente, mais le problème c'est qu'elle peut être longtemps asymptomatique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas entraîner de symptômes, de signes cliniques, donc ça se voit pas. Du coup, le risque c'est qu'on ne la suspecte pas, donc on ne pose pas le diagnostic et on ne la traite pas. Du coup, c'est une infection qui peut rester longtemps présente, et on a par exemple 15 à 30% des adultes qui sont porteurs de la bactérie, donc au niveau de l'estomac. Heureusement, on verra qu'elle n'est pas délétère chez tout le monde, loin de là. Alors, Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui possède de nombreux facteurs de virulence, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la virulence d'une bactérie, c'est sa capacité en fait à être pathogène, donc à nous coloniser, à s'attacher à nos tissus, à nous envoyer des toxines ou éventuellement à résister aux antibiotiques. En ce qui concerne Helicobacter pylori, elle en a vraiment pas mal des facteurs de virulence, ce qui explique du coup sa potentielle dangerosité. Donc déjà, elle est très bien adaptée à son milieu, puisqu'elle est capable de résister localement à l'acidité, ce qui lui permet finalement de vivre dans l'estomac, qui est quand même le milieu le plus acide de l'organisme. Ensuite, sur sa paroi, elle a des petites protéines qui sont des adhésines, qui vont lui permettre d'aller adhérer, donc d'aller se coller aux cellules de l'estomac, donc aux cellules de son épithélium. Et une fois accrochée à ces cellules, elle va pouvoir leur envoyer des toxines pour les attaquer, les altérer et finalement les détruire. Donc c'est pas la seule cible, les toxines vont aussi pouvoir cibler le système immunitaire, ça on en parlera tout à l'heure. Parmi ces toxines, on en a qu'on appelle des oncoprotéines. Onco, c'est pour cancer, puisque c'est des toxines qui vont avoir la capacité de générer des mutations génétiques, et c'est la première étape d'un cancer. Donc c'est une des raisons qui explique qu'on a un risque de cancer de l'estomac avec la présence d'Helicobacter pylori. Donc il y a un autre facteur de virulence de cette bactérie qui est sa résistance aux antibiotiques. Ça peut passer par deux mécanismes. Il y en a un qui est assez spécifique et qui va passer par les nombreux gènes portés par la bactérie qui lui permettent de contrer vraiment spécifiquement chaque mode d'action des différents antibiotiques qu'elle rencontre. Et on en a un autre qui est un petit peu plus basique, un petit peu plus physique, c'est la formation de ce qu'on appelle un biofilm. Donc en fait, les bactéries vont se cacher sous une espèce de petite couverture qui va les isoler vraiment physiquement des antibiotiques qui seraient pris par voie orale. Donc comme on l'a dit plus tôt, cette bactérie, elle peut se loger sous le mucus gastrique. Du coup, forcément, si elle est sous la couche protectrice de mucus, elle empêche son effet protecteur. Ensuite, elle peut s'attacher aux cellules gastriques et leur envoyer des toxines. Et ces toxines, elles ont plusieurs cibles. Ça peut être par exemple une désorganisation des protéines du cytosquelette, ou elles peuvent perturber les jonctions cellulaires. Elles peuvent aussi bloquer la synthèse de protéines qui sont nécessaires pour la cellule. Donc il y a plein de mécanismes. En gros, l'idée c'est que ça va créer un stress au niveau des cellules épithéliales de l'estomac, et certaines vont mourir par apoptose. Donc c'est une mort programmée des cellules. Du coup, cet état de stress, il va entraîner un recrutement des cellules immunitaires, donc des cellules inflammatoires, sur les lieux de ce stress, donc dans la muqueuse de l'estomac. Du coup, ça va bien entraîner une gastrite, une inflammation de cette muqueuse de l'estomac. Les cellules de l'estomac, elles peuvent aussi mourir par nécrose à cause de l'action de cytotoxicité qui est due au système immunitaire. Dans tous les cas, ici, on se retrouve bien avec une gastrite atrophiante, déjà parce qu'il y a une inflammation, et parce que la muqueuse se dégrade. On a des cellules qui meurent, donc le tissu va s'affiner, va se dégrader, et ça c'est la notion d'atrophie. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la présence de la bactérie et tous ses effets destructeurs, ça va appeler le système immunitaire, particulièrement les lymphocytes, au niveau de la muqueuse de l'estomac. Mais une fois que les cellules sont recrutées dans l'estomac, Helicobacter pylori va leur envoyer des toxines et va avoir des actions directes sur les cellules de l'immunité. Du coup, via toutes ces toxines, soit elle endort le système immunitaire, soit elle entraîne sa mort avec soit une apoptose, soit une nécrose, mais dans tous les cas, la résultante, c'est que le système immunitaire n'arrivera pas à détruire la bactérie. Mais du coup, tant que la bactérie est là, elle continuera à entraîner des dommages, il y aura toujours des cytokines qui seront produites par la bactérie elle-même, par les cellules de l'estomac qui sont en train de mourir, donc on aura toujours ce recrutement du système immunitaire, donc il sera en permanence stimulé, il essaiera d'aller tuer la bactérie, mais une fois qu'il arrivera devant, il sera bloqué et il n'arrivera pas à la détruire. Donc on est vraiment sur un cercle infini, avec l'infection qui dure dans le temps. Du coup, l'inflammation aussi va durer dans le temps, donc elle va être chronique, on a bien une gastrite chronique, et on le reverra tout à l'heure, mais cette stimulation permanente des lymphocytes, ça peut amener à leur cancérisation sous forme de lymphome. Donc quand cette bactérie nous infecte pour la première fois, elle entraîne une gastrite aiguë,
Mais comme on l'a vu, le système immunitaire n'arrive pas à la détruire, en plus elle est souvent asymptomatique, donc on s'en rend pas compte et on la traite pas, donc elle va rapidement devenir chronique. On a aussi une atrophie, puisqu'il y a des cellules de la muqueuse de l'estomac qui vont mourir par nécrose ou par apoptose, donc dans tous les cas on est bien sur une gastrite chronique atrophiante. Et à partir de là, on a plusieurs complications qui peuvent s'enchaîner. Donc déjà, si cette atrophie, donc si cette destruction de la muqueuse, elle continue, elle creuse de plus en plus profondément jusqu'à atteindre la musculeuse, à ce moment-là, on sera sur un ulcère gastrique. On peut aussi avoir un ulcère duodénal, donc au niveau du duodénum, qui est la première partie de l'intestin et qui fait directement suite à l'estomac, puisque selon les cas, et surtout selon la position de la bactérie dans l'estomac, elle peut aussi augmenter la sécrétion d'acide par l'estomac, et à ce moment-là, cette acidité va pouvoir couler finalement au niveau du duodénum et agresser la muqueuse du duodénum. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres causes d'ulcère duodénal, 95% d'entre eux, ils sont dus à la présence d'Helicobacter pylori, juste au-dessus, donc dans l'estomac, et avec donc cette sécrétion d'acide augmentée. Si on reste sur l'estomac, à partir du moment où on a un creusement, donc que ce soit une gastrite atrophiante ou un ulcère, il va falloir cicatriser cette altération. Et à ce moment-là, quand c'est quelque chose qui dure et qu'on a cette pression de cicatrisation répétée et cette pression d'agression répétée, on peut avoir une cicatrisation métaplasique qui se met en place. Donc on va être, comme souvent, sur une métaplasie intestinale, avec du coup un remplacement de l'épithélium normal, ici l'épithélium de l'estomac, par un épithélium glandulaire de type intestinal qui est plus rapide à mettre en place. Le problème avec cette métaplasie intestinale, c'est que le tissu épithélial glandulaire qui arrive dans l'estomac, il n'est pas au bon endroit. Normalement, on doit l'avoir dans l'intestin, là il arrive dans l'estomac. Du coup, il n'est pas soumis aux mêmes régulations, il n'est pas dans le même environnement, il n'est pas au bon endroit, et donc il va pouvoir se mettre à se développer de manière anormale. C'est ce qu'on appelle une dysplasie, et ça c'est un état précancéreux. Du coup, ici, on risque d'aboutir à un cancer de l'estomac qui sera initié par la prolifération d'une cellule épithéliale glandulaire, celle qui était métaplasique, puis dysplasique, puis cancéreuse, et du coup, par définition, on appellera ça un adénocarcinome. Donc ce type de cancer de l'estomac va toucher à peu près 1% des personnes infectées par la bactérie, puisque si on regarde un petit peu l'enchaînement, sur 100 personnes qui sont infectées par la bactérie avec une gastrite chronique active, déjà on n'en a que 50, donc la moitié qui ont réellement une atrophie. Ensuite on en a 40 qui vont développer une métaplasie, une dizaine, un petit peu moins d'une dizaine, qui développera une dysplasie, et finalement une seule personne parmi les 100, donc 1%, qui déclarera réellement un adénocarcinome. Donc c'est pas le seul type de cancer qui peut être induit par Helicobacter pylori, on a aussi la possibilité d'avoir un lymphome gastrique du MALT. Donc le MALT, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Donc c'est des petits groupements de cellules immunitaires qu'on a dans les muqueuses. Et ici donc leur cancérisation, ça entraîne un lymphome. Donc c'est dû, comme on l'a dit tout à l'heure, à cette stimulation chronique et permanente de prolifération des lymphocytes. Du coup, à force de se multiplier, donc à force de se diviser, il y a un risque d'erreur finalement dans la copie de l'ADN, donc un risque de former des mutations génétiques. Et ça, du coup, c'est la première étape d'une cancérisation, donc de formation d'un cancer. Là encore, ça touche seulement 1% des patients qui sont infectés avec une forme active de gastrite. Donc pour diagnostiquer une infection par Helicobacter pylori, on peut faire une sérologie. Donc la sérologie, c'est la recherche dans le sang des anticorps dirigés contre la bactérie. Si c'est positif, on doit confirmer par une endoscopie et des biopsies. Donc déjà, l'idée avec l'endoscopie, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de l'estomac, de visualiser l'état de la muqueuse, et donc on peut voir s'il y a un trou par exemple, donc un ulcère, ou si on a des bandes de tissu qui ne ressemblent pas vraiment au reste de l'organe, donc ça serait la métaplasie, ou carrément si on voit une masse, donc un cancer, donc ici par exemple un adénocarcinome de l'estomac. Et ensuite les biopsies, ça va être des prélèvements de petites tranches de tissu, donc ici vraiment de petites tranches de la paroi de l'estomac, et on va pouvoir analyser l'architecture du tissu et regarder s'il y a des cellules qui sont anormales, métaplasiques ou cancéreuses par exemple. L'intérêt supplémentaire de faire une biopsie, ici dans le cadre de l'infection par Helicobacter pylori, c'est de pouvoir isoler les bactéries et de les mettre en culture, et ensuite de pouvoir tester l'effet des antibiotiques dessus. Puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une bactérie qui résiste à beaucoup d'antibiotiques. Donc c'est bien de pouvoir tester à l'avance et de savoir quels antibiotiques vont pouvoir être efficaces et lesquels ne seront pas pour pouvoir adapter le traitement. Donc pour le traitement des gastrites à Helicobacter pylori, on a notre antibiothérapie. Donc elle est adaptée à la bactérie, à ses résistances, et on a souvent une association de plusieurs antibiotiques. On associe aussi toujours un IPP, donc un inhibiteur de la pompe à protons. Alors pour rappel, la pompe à protons, c'est ce qu'il y a au niveau des cellules pariétales de l'estomac, et c'est ce qui va permettre de sécréter, de produire l'acide dans la lumière de l'estomac. Du coup, si on bloque cette pompe avec des IPP, on empêche la production d'acide, et à ce moment-là, notre muqueuse, elle pourra cicatriser. Ensuite, comme on l'a dit, Helicobacter pylori, elle est très résistante. Donc après avoir fait le traitement, il faut qu'on vérifie qu'on a bien réussi à l'éradiquer.
Donc pour éviter de refaire des biopsies, parce que c'est quand même assez invasif, on a un test respiratoire qui s'appelle ELIKIT. Mais alors comment ça fonctionne? On va faire boire au patient une solution qui contient de l'urée radiomarquée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'urée, c'est une petite molécule que notre corps ne sait pas du tout dégrader. Et ici, l'urée qu'on utilise dans le test, elle est radiomarquée, ça veut dire qu'en fait, elle a un carbone qui est un petit peu différent. Donc le carbone normal qu'on a un peu de partout, c'est ce qu'on appelle un carbone 12. Et ici, on est sur un carbone un petit peu différent, c'est un carbone 13. Donc c'est un isotope stable du carbone. Donc ça veut juste dire que vu qu'il est un peu différent, on va pouvoir le tracer, le suivre et repérer sa présence quelque part. Donc ici, quand le patient il boit cette solution avec l'urée radiomarquée à l'intérieur, donc l'urée qui a ce carbone un petit peu différent, si jamais il n'a plus la bactérie, il va rien se passer. L'urée ne sera pas dégradée et elle sera juste éliminée par voie digestive. Par contre, si la bactérie est présente, elle à ce moment-là, elle a la capacité de dégrader l'urée, ce que nous on ne peut pas faire naturellement. Elle peut faire ça parce qu'elle a une enzyme qui s'appelle une uréase. Donc on a bien ase pour la notion d'enzyme et urée devant pour le fait que ce soit une enzyme qui dégrade l'urée. À ce moment-là, ça va libérer le carbone qui est donc le carbone particulier, le carbone 13, sous forme de CO2. Donc ce CO2, à ce moment-là, sera radiomarqué, donc il sera traçable et il sera facile à mettre en évidence. Du coup, le CO2, c'est un gaz, donc ça traverse tranquillement les parois, et ici, ce gaz va pouvoir diffuser et se retrouver dans le sang, et il sera ensuite éliminé avec tout le CO2 normal qu'on a dans l'organisme par voie respiratoire. Donc un petit peu après que le patient ait ingéré cette solution, on va le faire respirer dans un appareil qui va mesurer en fait la quantité de ce CO2 particulier avec le carbone un petit peu différent. Et donc si on a une détection de ce carbone particulier, donc de ce CO2 au niveau respiratoire, ça veut forcément dire que ça a été produit à partir de l'urée qui a été ingérée. Et donc forcément, c'est qu'il y a eu cette petite enzyme qui est uniquement l'enzyme de la bactérie. Donc à ce moment-là, on sait que finalement le traitement qu'on a essayé de faire n'a pas marché. Il va falloir refaire encore un mois ou autre de traitement pour éradiquer correctement cette fois la bactérie. Donc en conclusion, on a vu qu'Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui peut se contracter dans l'enfance. Ensuite, la bactérie va se loger dans l'estomac sous le mucus protecteur. Elle va adhérer à la muqueuse de l'estomac et la détruire en lui envoyant des toxines. On a vu que c'est une bactérie qui stimule le système immunitaire avec une réaction inflammatoire et donc une gastrite, une inflammation de la muqueuse de l'estomac. Mais à côté de ça, elle va détruire localement le système immunitaire ou bloquer son action, ce qui fait que l'infection va devenir chronique. Il en découle donc une gastrite chronique atrophiante qui peut se compliquer avec un ulcère et un adénocarcinome en passant par une phase de métaplasie intestinale. On peut aussi avoir un ulcère duodénal ou une autre complication cancéreuse comme un lymphome. On peut garder en tête aussi qu'il peut y avoir d'autres complications à partir d'un ulcère, comme par exemple une perforation ou une hémorragie. Pour ce qui est du diagnostic, on l'a vu, ça passe par une sérologie avec une confirmation par endoscopie et biopsie, avec une mise en culture et un antibiogramme. Et enfin, au niveau du traitement, on va associer plusieurs antibiotiques avec un inhibiteur de la pompe à protons pour laisser cicatriser. Et on doit toujours vérifier que la bactérie a bien été éradiquée par un test respiratoire qui s'appelle ELIKIT.